Bonne nouvelle pour les inconditionnels d'agoutis, de biches, de hérissons. Ils vont ressentir à nouveau le goût de ces gibiers, appelés communément viande de brousse. L'interdiction de consommer le gibier est levée depuis ce jeudi. Le Conseil national de sécurité présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a constaté avec satisfaction la fin de la transmission de la maladie à virus Ebola en Guinée et au Libéria et a pris les décisions suivantes. La réouverture des frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria. La fermeture de l'aéroport spécial dédié aux passagers en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola. La surveillance continue des menaces sanitaires par le renforcement du dispositif de veille. Veiller à faire bien cuire la viande avant consommation et également la mesure qui déconseillait les accolades et le serrement des mains est levée. C'est avec joie que les tenanciers de restaurants et les consommateurs ont accueilli cette nouvelle. Je suis très heureuse. Je vais préparer. À partir de lundi, je vais le faire. Viande de brousse, agoutis, bûche. Cette décision est la bienvenue. Parce que vraiment, la viande de brousse manquait aux Ivoiriens. Maintenant, je pense que ça va permettre aussi aux gens qui ont des restaurants de pouvoir aussi avoir de l'argent. Rappelons que suite à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, en août 2014, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, le gouvernement avait pris des mesures interdisant la consommation du gibier. Aujourd'hui, la levée de l'interdiction de consommation de la viande de brousse par le gouvernement met fin à 2 ans de lutte acharnée contre la maladie à virus Ebola. Signalons que Ebola n'a fait aucune victime dans notre pays, mais la vigilance reste de mise. À 50 ans, Konaté Adama a eu le courage de se faire former. Il a appris à lire et à écrire. Aujourd'hui, il peut écrire son nom et même faire plus. Oui, je suis là, mais moi je n'étais pas allé à l'école, mais je me suis débrouillé. J'ai écrit lettre, j'ai lu mon lettre. Et le conseil que je donne à ceux qui ne sont pas allés à l'école, ils n'ont qu'à faire comme moi. Ouais, j'ai fait mon comptabilité moi-même. Des conseils que son entourage ne prend toujours pas en compte, comme ces dames qui évoquent le manque de temps pour apprendre à lire et à écrire. J'ai déjà entendu parler de l'alphabétisation. Je n'ai pas de temps de ça, quoi. Je n'ai pas de temps. C'est à cause de commerce là. Selon des personnes, aucun argument ne doit faire barrage à l'alphabétisation. Pour apprendre quelque chose, il faut chercher du temps soi-même. Il ne faut pas dire oui, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qui t'empêche? Ce qu'on apprend, c'est pour toi-même. Cette journée internationale de l'alphabétisation est une occasion pour les ONG d'inviter les adultes qui ne savent pas lire à l'apprentissage. Je voudrais dire aux personnes qui ne savent pas lire et écrire de ne pas avoir honte, parce qu'il va de leur personnalité eux-mêmes. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée tous les 8 septembre dans le monde entier. Le thème retenu cette année est « Lire le passé, écrire le futur ». Bakayoko Salif est consommateur de riz local. Sa fréquence de consommation est de 2 fois par jour, midi et soir. Il adore consommer le riz local, mais il ne s'est jamais intéressé à la culture. Comme lui, rares sont les consommateurs qui sont imprégnés des différentes étapes de transformation de cette denrée de première nécessité. Avant de se retrouver dans les assiettes, le riz local subit plusieurs transformations. Cap sur Divo, dans une rizière, à la rencontre de Soro Boukari, père de 2 enfants. J'étais au nord, précisément à Silmetiali, où mon papa faisait le riz, au temps de la souderie. Et j'ai fait le riz avec lui. Les difficultés que nous rencontrons, on n'a pas de choses motoculteurs ou bien des trucs, des gens pour vous aider. Ici, on le voit récolter son riz, qu'il entasse, sèche, avant de se retrouver dans une usine de transformation pour obtenir du riz blanc. Boukari cultive son riz de façon traditionnelle, par faute de moyens. Kader est aussi riziculteur depuis 8 ans. Assisté et encadré par des structures techniques, il a opté pour la culture du riz de façon moderne. Aujourd'hui, il a plus de 21 hectares de riz. Avant, on faisait l'hectare, 1, 2, 3, 4 tonnes par hectare.
Quand l'OND est arrivé, l'OND nous a montré des stratégies. On fait 7 tonnes par hectare. Je n'ai pas moins de 800 à 900 000 francs à chaque 3 mois. Cette culture moderne permet de produire du riz de bonne qualité en quantité. Mais pourquoi cette différence dans la production du riz? Réponse avec le directeur général de l'Office national de développement de la riziculture, ONDR. La différence est un peu due à l'insuffisance des moyens de l'ONDR. C'est très important. L'ONDR est en charge de prendre en compte l'ensemble des riziculteurs de Côte d'Ivoire, de les amener à mettre à disposition des Ivoiriens du riz qui est bon à manger. Pour aménager un bas-fond, les montants sont tellement importants que l'État ivoirien fait appel aux partenaires extérieurs qui nous aident à faire des barrages. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 200 000 hectares de bas-fond qui ne sont pas encore aménagés faute de moyens. Une équipe sûre pour le comité paralympique de Côte d'Ivoire. Les athlètes, de leur côté, n'entendent pas participer à ces Jeux en spectateurs. Bien au contraire, tous sont déterminés à hisser le drapeau orange, blanc et vert et entendre retentir la bidjanaise. Brève présentation des 5 représentants de la Côte d'Ivoire aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Diamoutene Alidou, 38 ans, épreuve dynamophilie, catégorie des moins de 54 kg, champion d'Afrique et vice-champion du monde des moins de 48 kg en haltérophilie. Il est le premier représentant ivoirien dans cette discipline. Jean-Luc Kwame Numbo, 33 ans, épreuve 400 mètres hommes, catégorie T45, 46 et 47. Il s'agit de la catégorie des personnes amputées d'un ou de 2 bras ou autre handicap au tronc. Son palmarès, médaillé de bronze aux 100 mètres de course à sport paralympique au meeting de Tunis. Qualifié pour Londres en 2012, il n'a obtenu aucune médaille. Fatimata Diasso Brigitte, 26 ans. Épreuve 100 mètres féminin T11, handicap visuel cécité totale et 200 mètres féminin T11, handicap visuel cécité totale et saut en longueur T11. Son palmarès, 14 médailles dont une médaille d'or au meeting international de Tunis, médaille de bronze aux Jeux africains de Brazzaville en 2015. Clarissa Sebe Lago, 18 ans. L'épreuve, lancer du poids dans la catégorie F40 né. Le palmarès est encore vierge. Richard Dufy, caractéristique né. Âge 25 ans. Lancer du javelot homme dans la catégorie F40 et 41. Et au lancer du poids homme. Son palmarès, 2 fois médaillé d'or en 2014 et 2 fois médaillé d'argent en 2015, une médaille d'argent et une médaille d'or en 2016 à Tunis. Présente aux Jeux paralympiques depuis 1996, la Côte d'Ivoire a déjà remporté plusieurs médailles. 3 médailles d'or avec Oumar Bassakoulba Koné en 1996 à Atlanta et en 2000 à Sydney. Il s'est illustré dans la catégorie T46 amputé avant-bras droit aux 400 mètres et 2 fois 800 mètres. Théodorine Obiang, fils du président de Guinée équatoriale, devant le tribunal français pour bien mal acquis. Il est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. L'ONG Transparency International France et l'association française Sherpa sont à l'origine des poursuites. Ces fonds, estimés à des dizaines de millions d'euros, lui ont permis de bâtir en France un patrimoine considérable, notamment dans l'immobilier entre 2007 et 2011. Hôtel particulier de 4000 m² dans le très chic 16e arrondissement de Paris, robinet couvert de feuilles d'or, de grosses cylindrées, Rolls-Royce et Bugatti, des œuvres d'art, bref, des dépenses éloignées du quotidien des habitants de ce pays d'Afrique centrale en voie de développement avec plus de 11 millions d'habitants. Des accusations réfutées en bloc par le mis en cause qui a essayé de faire annuler les poursuites à son encontre, invoquant ainsi son statut de haut fonctionnaire. La date du procès n'a pas encore été fixée pour Théodorine Obiang, 47 ans, promu vice-président de la Guinée équatoriale par son père, Théodoro Obiang Nguema, fin juin 2016.
Le dossier judiciaire concernant le fils du président équato-guinéen, une première en France, fait partie d'une enquête menée en France contre plusieurs dirigeants africains accusés de détournement de fonds publics.